Bonjour chers étudiants. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les infections nosocomiales. Donc tous les cours de l'hygiène hospitalière que nous allons voir, c'est pour lutter contre l'infection nosocomiale que nous allons traiter aujourd'hui. Comme vous le savez, l'hygiène hospitalière, c'est pour régler le problème de l'infection de manière générale et plus particulièrement de l'infection nosocomiale. Donc quand on parle d'infection, il y a l'infection communautaire. Donc l'infection communautaire, nous en aurons toujours, mais on a toujours les antibiotiques nécessaires pour les régler. Mais l'infection nosocomiale que nous allons voir aujourd'hui, c'est autre chose. Et l'infection nosocomiale est causée le plus souvent par le personnel de santé, c'est-à-dire par l'équipe de soins. L'infection nosocomiale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une infection évitable, qu'on peut éviter. Mais la gravité de l'infection nosocomiale, c'est que si cette infection se déclare, on devient impuissant, c'est-à-dire l'équipe de soins n'a pas les moyens le plus souvent de régler l'infection nosocomiale. Alors que c'est un membre de l'équipe de soins qui est responsable de l'infection nosocomiale. Donc, l'hygiène hospitalière pour lutter contre l'infection nosocomiale. Aujourd'hui, on va vous parler de l'infection nosocomiale pour que vous ayez une idée de si on crée une infection nosocomiale, ce qui va se passer et les conséquences de l'infection nosocomiale. Pour aujourd'hui, pour l'infection nosocomiale, il y a un plan qu'on va suivre. Et ce plan, nous aurons l'introduction, il y a la définition, qui est très importante parce que quand on parle de définition en hygiène hospitalière, le personnel de santé doit pouvoir donner cette définition. En 3, les types d'infections. En 4, les réservoirs possibles. En 5, les micro-organismes responsables. Mode de transmission. Que faut-il pour que survienne une infection? Donc le comportement qu'on peut avoir pour qu'une infection se déclare. En 8, la prévention au cours des soins, parce que quand on fait des soins, il faut vraiment prévenir l'infection, c'est-à-dire faire tout pour que l'infection ne se déclare pas. Donc toujours le plan, on est en 9 l'environnement du patient qu'il faut gérer. Il y a la prévention lors des soins, chez le patient dans un premier temps. Il y a aussi la formation du personnel, 12 le traitement du matériel de soins, les conséquences de l'infection nosocomiale, principale catégorie. Donc en introduction, avant de venir sur le plan que je viens de vous énumérer, on va parler d'une introduction. Parce que l'infection associée aux soins constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Bon, c'est l'OMS qui le dit, hein, c'est une priorité mondiale. Et depuis 2004, l'OMS a lancé le programme Un soin propre est un soin plus sûr. Donc l'hygiène hospitalière est de mise. Tous les pays membres de l'OMS doivent vraiment se plier sur l'hygiène hospitalière. En effet, elle appartient aux 10 premières causes de mortalité dans les hôpitaux. Donc, aux 10 premières causes de mortalité dans les hôpitaux. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Entraînant une prolongation et la durée de séjour, une augmentation du coût de prise en charge et fréquemment des conséquences cliniques secondaires très graves. Toujours en introduction, la notion d'infection associée aux soins est de plus en plus employée du fait qu'elle englobe les infections nosocomiales classiques qui surviennent à la suite ou au cours d'une hospitalisation, mais aussi qui permettent de prendre en compte toutes les autres infections qui peuvent survenir à l'occasion de tout soin, chez le visiteur, l'accompagnant, le personnel soignant ou le malade en traitement ambulatoire. Donc, quand on parle d'infection nosocomiale, il faut comprendre que dans la définition, vous allez avoir une idée. C'est une infection contractée à l'hôpital, soit un patient qui prend une autre pathologie ou bien un personnel de santé qui prend une infection à travers les soins que ce dernier donne.
Au Sénégal, la surveillance de la prévention de ces infections sont réglementées depuis 2004 avec plusieurs arrêtés circulaires qui installent et organisent les structures de lutte dans les hôpitaux sur le plan régional et national. Donc, toujours en introduction, l'importance de ce problème se situe également hors du cadre du système de soins, d'une part, dans le domaine judiciaire, parce qu'aujourd'hui, on parlait de la fatalité, maintenant, les gens sont plus regardants sur leurs parents malades. Les gens sont prêts à demander une autopsie pour situer la responsabilité. C'est pourquoi on parle du domaine judiciaire. Maintenant, les gens, les hôpitaux ou le personnel de santé sont traduits devant les tribunaux et les cas de l'infection nosocomiale fait partie en tout cas des cas où les gens sont traduits devant les tribunaux. D'une part, d'autre part, dans le domaine public et médiatique, c'est-à-dire au niveau de la presse qui n'a pas la bonne information et qui divulgue des choses qui ne sont pas en tout cas fondées. Maintenant, nous allons venir dans le cours proprement dit, la définition. Vraiment, je vous demande de maîtriser cette définition parce que c'est un personnel de santé qui n'est pas en mesure de donner la définition. Vraiment, c'est un problème. Donc, la définition de l'infection nosocomiale, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Donc, c'est une infection nosocomiale hospitalière si elle est absente lors de l'admission du patient à l'hôpital et qu'elle se développe 48 heures. Voilà, les 48 heures, parce que c'est un temps d'incubation qu'il faut respecter pour pouvoir dire que c'est une infection nosocomiale. Sinon, au-delà, en tout cas à 48 heures ou au-delà de 48 heures, infection, on peut dire une infection nosocomiale. Mais si ça, en 24 heures ou en tout cas moins de 48 heures, on dit toujours que c'est une infection communautaire. Donc il y a les deux infections, une infection communautaire qui est contractée avant la venue au niveau de l'hôpital, mais au-delà de 48 heures, si l'infection n'était pas présente, si elle se présente au-delà de 48 heures, on dit que c'est une infection nosocomiale. Toujours en définition, une infection nosocomiale si elle est absente à l'admission du patient à l'hôpital. Donc, à l'admission du patient, s'il n'y avait rien et qu'au-delà de 48 heures, l'infection se déclare, on dit toujours que c'est une infection nosocomiale. Mais si le malade arrive 24 heures après, il y a une infection, donc ça, c'est une infection d'origine communautaire, mais pas nosocomiale. Toujours en définition, lorsque la situation précise, parce que ce qui est demandé, c'est que la situation précise soit dite au moment de l'hospitalisation du patient. Mais en général, les gens ne font pas attention à ça. Donc, lorsque la situation précise à l'admission n'est pas connue, un délai d'au moins 48 heures, donc on est obligé de faire les 48 heures pour pouvoir dire que c'est une infection nosocomiale ou communautaire. Les types d'infections. Il y a l'infection urinaire, la bactériémie, la septicémie, la pneumonie, l'infection du site opératoire, les entérites et autres. Il y a autres formes de contamination. Les germes responsables de l'infection nosocomiale, donc nous avons les bactéries, les staphylocoques dorés, nous avons les colibacilles aussi, les Escherichia coli. Donc on a aussi les champignons, donc premièrement bactéries, deuxièmement champignons, et troisièmement les virus. Donc virus, on parle de la grippe et de l'hépatite A, B et du sida. Donc nous avons fait des pourcentages concernant les types d'infections. Urinaire 40%, infection préopératoire 25%, infection respiratoire 25%, les septicémies et bactériémies 5% et les infections au cathéter 5%. Les réservoirs possibles, parce que bon, les germes sont hébergés, c'est pourquoi on parle des réservoirs possibles. Les réservoirs possibles, c'est l'individu dans un premier temps, il y a le patient, il y a également le personnel de santé et les visiteurs. Les réservoirs possibles, toujours, nous avons l'environnement du patient, nous aurons l'architecture de l'établissement, c'est la façon dont, parce qu'il y a, pour la construction d'un établissement de santé, il y a des techniques à respecter. C'est
Quand on parle de l'architecture de l'établissement, il y a les équipements aussi, surtout les appareils multiparamétriques des signes vitaux et les appareils utilisés par plusieurs patients, stéthoscope, ridelle de lit, etc. Donc c'est un matériel qu'il faut décontaminer après chaque usage. Mais le cas essayant, on risque de transmettre les germes qu'on a pris sur un patient pour les transposer sur un autre patient. Donc les micro-organismes en cause toujours, nous avons les bactéries. Donc nous vivons avec les bactéries, on les appelle les commensaux, c'est-à-dire des bactéries qui sont inoffensives, mais mises dans certaines conditions peuvent être très virulentes. Naturellement, donc, présent chez les patients infectés aussi, un malade qui a une infection, forcément il y a des bactéries. Il y a aussi dans l'environnement du patient. Les micro-organismes en cause, toujours, nous avons les champignons, nous avons les virus également. Mode de transmission, contact direct ou indirect, objet interposé, gouttelettes, sécrétion, air ambiant, micro-gouttelettes, poussière porteuse d'agents infectieux dans les véhicules, les aliments, l'eau, le sang, les circuits souillés et les vecteurs insectes. Les insectes sont des vecteurs. Et in vitro, il y a aussi une contamination dans le ventre de leur maman. Certains bébés sont contaminés aussi. Les modes de transmission par d'autres voies. Donc il y a la transmission par air et par eau. Donc que faut-il pour que survienne une infection? Donc il y a le réservoir de virus comme je vous l'ai dit tantôt. Donc il y a les micro-organismes qui sont transmis l'hôte, c'est la personne qui reçoit l'infection, et les facteurs qui favorisent le développement de l'infection. Donc il y a la colonisation. Si les germes sont colonisés maintenant, l'infection se déclare. Donc c'est le tableau que nous voyons ici. Les conséquences pour l'hôpital, parce que quand il y a une infection nosocomiale, nécessairement il y a des conséquences. Il y a une augmentation de la résistance des germes, des bactéries qui résistent, c'est-à-dire les BMR qu'on les appelle. Une concentration importante de germes dans le milieu hospitalier, ce qui n'est pas du tout bon pour un hôpital. Augmentation du nombre de malades immunodéprimés. Donc les malades que nous avons ont une immunité très affaiblie. Le système immunitaire est affaibli. Il y a une augmentation de l'usage des techniques et thérapies agressives invasives. Une augmentation des techniques spécialisées qui favorisent le développement, le déplacement des malades. La prévention au cours des soins. L'environnement hospitalier. Donc l'entretien du sol. Vous voyez dans chaque service, normalement, avant que le personnel ne prenne les salles, en tout cas, nous débute leur consultation et autres, l'entretien doit être fait. Donc le sol et des surfaces. Donc c'est pourquoi dans chaque formation sanitaire, il y a un personnel d'entretien ou de nettoiement, comme on les appelle, avec un cahier de charge où l'on note les types d'entretien qu'on y fait. La surveillance du circuit du linge, parce que aussi le linge constitue, je pense qu'il y a 3% de l'infection nosocomiale sont causées par le linge, mais quand on parle de linge, il faut comprendre par linge, donc les draps, les thés, etc., les pyjamas et autres, même la blouse que vous allez mettre ici fait partie du linge hospitalier, parce que la blouse doit être très bien gérée, parce que si vous êtes en face d'un malade, la blouse vous protège. Donc la blouse a deux rôles, d'être identifiée, mais aussi de vous protéger du malade, et aussi, aucun germe ne doit vous quitter vers le malade et vice-versa. C'est pourquoi on doit très bien gérer nos blouses, les mettre là où il faut, ne pas nous pavaner avec nos blouses, entrer dans les restaurants ou dans les boutiques, dans les gares, etc. Donc la blouse doit être très bien gérée et sécurisée. L'environnement hospitalier, la surveillance du circuit des déchets, c'est là aussi c'est très important. Nous, on a vu la gestion des déchets biomédicaux. C'est une surveillance à tout moment qu'il faut faire, parce que les déchets d'activités de soins, comme on les appelle, ne doivent pas aller à la décharge. Donc, il faut un tri et une organisation de la collecte. Le conditionnement aussi doit être étanche.
le traitement local des déchets ainsi que leur évacuation hors de l'examen doivent être aussi surveillés. Donc ça, c'est pour vous montrer l'importance de la gestion des déchets biomédicaux, parce que les déchets biomédicaux vraiment sont des déchets très très dangereux qui peuvent provoquer l'infection au niveau des formations sanitaires. C'est pourquoi il faut une surveillance, un circuit. Parce que les gens ne doivent pas croiser les déchets, en tout cas l'accessibilité même au niveau de ces déchets-là, par les animaux ou autres, ne doit pas être tolérée. Donc on doit très bien gérer les déchets hospitaliers qu'on appelle communément les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Ou si vous allez dans le cours qui parle des déchets, ce sont les DASRI. L'environnement hospitalier, l'hygiène alimentaire, enquête de service sur l'état de la surveillance qualitative de la restauration, contrôle portion des aliments préparés pour le patient les plus vulnérables, la maîtrise de risques infectieux en cas de travaux au sein de l'établissement, la vérification du bon fonctionnement ainsi que la maintenance des installations de traitement de l'air dans les zones où le risque infectieux sont importants. L'environnement hospitalier toujours, la sécurité par rapport à la distribution de l'eau, le contrôle de qualité microbiologique des eaux à usage alimentaire, mais surtout à usage médical, comme les bains pour les grands brûlés, le lavage chirurgical des mains, les piscines de rééducation. Lors des soins, le comportement du personnel lors des soins, le personnel soignant a des précautions à prendre afin de protéger systématiquement le patient et le personnel lui-même d'un risque infectieux. Donc c'est aberrant qu'en donnant des soins, on augmente ou bien on aggrave la pathologie de notre patient. Mais tout ça, si on ne respecte pas les règles d'hygiène hospitalière, on tombe toujours sur cette malencontreusement sur cette situation. Donc le personnel de santé est là pour soulager et non pour augmenter la souffrance des patients. Les infirmiers, médecins, chirurgiens ainsi que l'ensemble des personnes pratiquant des soins doivent impérativement respecter les règles suivantes. Il y a des règles à suivre. Donc il y a le lavage des mains, ça revient toujours parce qu'il y a un cours sur le lavage des mains que nous avons vu. Il y a le port de gants, donc le lavage des mains n'exclut pas le port de gants. Donc il faut faire un bon lavage, c'est-à-dire au savon, plus ou bien une solution hydroalcoolique, mais après il faut nécessairement mettre une paire de gants. Le port d'une tenue spécifique, c'est-à-dire une blouse ou autre. Le matériel à utiliser aussi doit être mon matériel bien géré, bien traité. Lors des soins toujours, usage du matériel avec précaution. Le matériel tranchant ou piquant, comme une aiguille par exemple, doit être à usage unique. Vous voyez, quand vous aurez vos parchemins et que vous commencerez à travailler, vous devez avoir des supports à votre côté. Un support pour recevoir les aiguilles et les lames, et un autre pour recevoir les déchets mous, comme on les appelle. Il faut vous référer sur le cours sur les déchets biomédicaux pour savoir. Donc il y a des conteneurs à aiguilles, mais il y a également des poubelles à pédale le plus souvent où on met les déchets mous. Donc les déchets piquants et coupants ne doivent pas être mêlés aux déchets mous et aux déchets mous, comme coton, compresse, tubulure, etc. Pour encapuchonner aussi, c'est interdit parce qu'en encapuchonnant, on risque de se piquer et créer un accident. Les accidents d'exposition, nous verrons ça un peu plus loin. Donc il faut des conteneurs appropriés le plus proche possible. Le soignant doit manipuler avec précaution le matériel réutilisable souillé par le sang ou autres produits d'origine humaine. Le personnel doit vérifier tout le matériel avant d'être utilisé. Chez le patient, donc lors du début de l'hospitalisation d'un patient, le personnel doit savoir reconnaître qu'il n'est pas porteur d'une autre maladie à son entrée. Donc c'est pour pouvoir déterminer s'il a une infection. Si une infection se déclare, on soit fixé si c'est une infection communautaire ou une infection nosocomiale. Si le patient est porteur d'une maladie, il est possible de l'isoler. Cet isolement peut être spatial. Le patient est mis à part dans une chambre individuelle ou technique. On limite les déplacements autour du malade, on renforce les précautions
lors de l'élimination des instruments et du linge contaminé, des déchets, etc. Chez le patient toujours, ces précautions particulières sont définies selon chaque cas. Selon le type de transmission de l'infection, si la transmission est aérienne, vérification des installations de traitement de l'air. Si la transmission est interhumaine, davantage de précautions sont prises lors du contact entre soignants et patients. Chez le patient toujours, si le patient est fragile, il est possible de l'isoler. Il est mis en place pour les patients ayant une défense immunitaire affaiblie, à éviter tout contact avec les micro-organismes provenant d'autres patients. La circulation des personnes, que ce soit le personnel ou les visiteurs, est limitée. Cet isolement a lieu dans des chambres comportant une filtration de l'air, de l'eau, et chaque objet utilisé doit être stérile. La formation, très important, parce qu'au niveau de la formation, si le personnel n'est pas formé, je pense que le problème ne peut pas être réglé. Si les médicaux sont formés et que les paramédicaux ne le sont pas, c'est la même chose. Si les paramédicaux et médicaux sont formés et le personnel de soutien, comme on les appelle, les garçons filles, ne sont pas formés aussi, le problème est entier. Donc c'est tout le monde qui doit être formé. Dans le cursus des études de chaque profession, du chirurgien jusqu'à la technicienne de surface, est compromise une formation à l'hygiène hospitalière. Une connaissance de la prévention des infections nosocomiales doit donc être présente dans la formation professionnelle du personnel des établissements de santé. La formation continue. La collaboration des établissements entre eux ou avec la division hygiène hospitalière, le correspondant permet de la mise à jour des connaissances, tant sur le plan technique, par exemple sur un produit nouveau, que sur le plan pratique, avec l'échange sur ce que chacun pense être la meilleure conduite à tenir. Ce sont des échanges d'expériences entre professionnels de santé qui, chaque jour, peuvent nous faire espérer une amélioration de la qualité de sécurité des soins. Le traitement du matériel de soins, là, nous sommes des instrumentistes, on utilise des instruments, c'est pourquoi le traitement du matériel de soins est vraiment de mise. Donc il y a la décontamination, il y a le nettoyage, il y a la stérilisation et le conditionnement. Parce que le matériel que vous allez utiliser n'est pas à jeter. Vous êtes obligé de traiter, etc. avant la réutilisation. Mais pour la décontamination, parce que là, c'est très important, c'est-à-dire pour lutter contre les accidents d'exposition au sang, on est obligé, après usage d'un instrument, de plonger l'instrument dans une solution de décontamination. Ça, c'est pour protéger surtout la personne qui est chargée de venir nettoyer et de traiter les instruments. Si on ne décontamine pas, si cette personne se blesse avec l'instrument fouillé comme ça, je pense que sa vie est en danger. Quelles sont les conséquences chez le malade? Prolongement de l'hospitalisation, 7 jours, entraîne des séquelles physiques et morales, temporaires ou définitives. Coûte de l'argent, peut entraîner la mort. Donc, quand on crée une infection nosocomiale, voilà les conséquences. Donc, le malade, sa durée d'hospitalisation va augmenter, même s'il se tire d'affaire, il y a des séquelles, et aussi le coût, parce que les antibiotiques couramment utilisés ne peuvent plus régler le problème. Donc le malade, on est obligé d'aller chercher des antibiotiques plus sophistiqués et plus coûteuses, et on n'est même pas sûr que si on a l'antibiotique, que le malade puisse guérir. Et même si par extraordinaire, un malade se tire d'affaire, il y a toujours des séquelles. Et comme le dit la définition de la santé, quand on est en situation d'handicap, on n'est pas en bonne santé. Quelles sont les principales catégories de mesures pour éviter les infections? Donc, on lutte contre la transmission, on identifie et on contrôle les réservoirs de germes, respect des règles d'asepsie et la bonne pratique des soins, contrôler l'utilisation des antibiotiques. Principe catégorie de mesures pour éviter les infections, toujours mesures recommandées. Il y a les textes réglementaires, il y a les guides de bonne pratique, il y a les mesures écrites et diffusées, il y a les protocoles aussi qui sont affichés, il y a les mesures appliquées et les audits. Pour votre information, les audits en général au niveau des hôpitaux de formation sanitaire, parce que dans chaque hôpital, dans chaque formation sanitaire, il y a un CLIN, c'est-à-dire il y a le PRONALIN, le Programme national de lutte contre les infections nosocomiales, mais au niveau décentralisé, c'est-à-dire des hôpitaux, il y a un CLIN, un comité local de lutte contre l'infection nosocomiale.
Mais le Pronalin, qui est logé au ministère, c'est une direction, peut faire des audits sur les clins qui sont au niveau des formations sanitaires. Quelle stratégie d'application possible? Donc il y a identifier et surveiller, il y a informer et former, il y a choisir et mettre en place les mesures de prévention, les critères, les protocoles et la concertation. On s'assure aussi de l'application des mesures. Quand on met une stratégie, même si c'est affiché, il faut contrôler que ce qu'on a mis, que c'est appliqué. Donc en conclusion, l'infection nosocomiale est une réalité mesurable, qu'on peut mesurer, coûteuse bien sûr, très coûteuse, évitable si les mesures sur l'hygiène hospitalière sont correctement appliquées. Voilà, cette application concerne tout le personnel médical et paramédical. Là, ce qu'il faut, c'est pourquoi moi j'aimerais, malheureusement on n'aura pas le temps de voir un cours qui est très important, un cours qui va nous parler de notre comportement, de ce que nous devons faire lorsque nous commencerons à exercer, parce que en hygiène hospitalière, il ne peut pas y avoir d'à peu près. Il faut faire ce qu'on te demande de faire. Quand vous réussissez ça, en tout cas vous protégez votre patient. Si vous faites le contraire, vous n'êtes pas en sécurité et vos patients ne sont pas aussi en sécurité. Et l'infection nosocomiale, c'est une infection qu'on peut éviter. Ce n'est pas pareil qu'avec l'infection communautaire. Avec l'infection communautaire, on a toujours les antibiotiques nécessaires pour combattre l'infection communautaire. Donc on a les antibiotiques qui sont disponibles. Quant à l'infection nosocomiale, c'est autre chose. On a créé une situation qui vraiment on devient impuissant parce que nous sommes obligés, par exemple, si c'est dans une réanimation ou dans une salle d'hospitalisation, on est obligé de mettre cette salle en quarantaine en attendant que les gens qui sont hospitalisés décèdent un par un et pour qu'on puisse en tout cas récupérer la salle, la traiter pour pouvoir reprendre les internements, ce qui veut dire que nous, on doit tout faire pour ne pas en arriver là, mais pour ne pas en arriver là, nous sommes obligés de parler hygiène hospitalière du professeur aux garçons de salle. Tout le monde doit parler hygiène hospitalière pour lutter contre l'infection nosocomiale. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie vraiment de votre attention. Merci beaucoup.